commandement militaire intégré me paraît extrêmement pertinente. Ce que j'observe, c'est que Nicolas Sarkozy ne donne aucune réponse à cette question. Aucune. Après, une deuxième question, c'est quel intérêt? Parce que quand vous faites quelque chose en diplomatie, moi j'ai été ministre pendant 5 ans, on se demande quand même, pour mon pays, à quoi ça sert? Est-ce que nous allons y gagner de la puissance? Je ne vois pas laquelle. Est-ce que nous allons y gagner des marges de manœuvre? Au contraire, nous allons en perdre. Est-ce que nous allons influer davantage sur les États-Unis? Depuis quand, en tout cas avec cette administration, écoute-t-il les autres? Est-ce que ça va renforcer la défense européenne? Sachant que la défense européenne n'est pas uniquement l'OTAN. C'est combinable avec l'OTAN. Ça ne peut pas se faire contre l'OTAN. Et ce n'est pas uniquement l'OTAN. Résultat de mon raisonnement, je ne vois pas l'intérêt de rentrer dans le commandement militaire intégré de l'OTAN aujourd'hui. Alors, quant à l'opération afghane, je voudrais rappeler une chose. J'aurais aimé que François Hollande le dise hier, mais il n'avait sûrement pas le temps. Parce que Fillon l'a ramassé, nous a ramassé, parce que je me mets dedans, sur un thème, il a dit au fond, vous voulez le retour des talibans. Vous êtes pour le retrait des forces françaises en Afghanistan. C'est totalement faux. C'est quand Lionel Jospin était Premier ministre qu'on a engagé les troupes françaises en Afghanistan. C'était au lendemain du 11 septembre 2001. Je le sais parce que moi, le 11 septembre 2001, j'étais sur le sol américain. J'ai survolé les tours, c'est un hasard incroyable, mais au moment précis où elles tombaient. J'étais dans un avion entre Washington et Boston. J'ai passé une semaine là-bas, à ce moment précis. Je ne peux pas laisser dire le Premier ministre qu'il y aurait des gens qui seraient pro-terroristes et pro-talibans. Ce n'est pas le cas des socialistes. En revanche, ce que je crois, c'est que l'idée qui consiste à faire en sorte qu'on envoie des troupes sans connaître même leur mission, dans une logique militaire qui est en train d'échouer, cette idée est une idée erronée. Voilà pourquoi, sur ces deux plans-là, je crois que Nicolas Sarkozy se plante, et voilà pourquoi j'ai voté hier la motion de censure contre le gouvernement Fillon qui a obtenu 227 voix, 226 voix de gauche, plus celle de Nicolas Dupont-Aignan qui n'est pas de gauche. Pourquoi avoir déposé cette motion de censure? Pourquoi avoir déposé cette motion de censure? C'est une bonne question. La motion de censure, c'est un instrument politique désuet. Honnêtement, reconnaissons-le, sous la Ve République, avec le fait majoritaire, la motion de censure est désuète. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas remplir son objet. On ne peut pas vraiment censurer le gouvernement. On ne peut pas le renverser. Il faudrait une circonstance extraordinaire qui ne se produit plus, encore une fois, depuis plus de 45 ans, pour le faire. Alors, on entre dans, non pas le théâtre parlementaire, mais les droits du Parlement. Je crois que nous l'avons fait. Je ne crois pas. Je suis sûr que nous l'avons fait pour une raison simple. C'est que nous avions demandé l'organisation d'un débat parlementaire. Et à la place de ça, nous avons eu droit à un simulacre de débat. C'était le mardi précédent, où on a permis à quelques orateurs de s'exprimer 10 minutes, sans vraie réponse du Premier ministre, sans vote. Ça n'est pas ça, la démocratie parlementaire. Puisque le président de la République ne cesse de répéter qu'il veut réhabiliter le rôle du Parlement, alors qu'il le fasse vraiment. Comme il ne le fait pas, nous nous sommes saisis des armes que nous donnait la Constitution, en l'occurrence la possibilité de déposer une motion de censure, et je crois que nous avons bien fait. Pour revenir sur l'Europe, pensez-vous que le rapprochement donc, de M. Nicolas Sarkozy avec les États-Unis, une certaine volonté d'un axe franco-anglais, va faire défaut à la construction européenne? Et en 3 points, quelles seraient pour vous les priorités de la présidence française à l'Union européenne? Alors, 3 points, je ne sais pas, mais je vais en donner 3. C'est pour faire concis. C'est pour faire 3 points. On fait ça à l'ENA. Vous pouvez en faire 2. Ça vous intéresse, mais moi j'aime bien faire 3 points, ça ne me gêne absolument pas. Oui. Donc, alors, d'abord sur l'Europe. Je ne trouve pas que l'idée d'un rapprochement franco-britannique soit une idée erronée. De la même façon que je suis américanophile, je suis aussi anglophile. Et je sais qu'il y a toute une série de choses qu'on ne peut pas faire sans la Grande-Bretagne, y compris en Europe. Je vais en citer 2 qui sont fondamentales. Faire la défense européenne sans les Britanniques, c'est débile. Faire une politique étrangère et de sécurité, une politique étrangère européenne sans les Britanniques, c'est stupide. Pour des raisons extrêmement simples, c'est que nos 2 pays sont les 2 seuls à avoir une capacité de défense, c'est que ce sont les 2 seuls pays nucléaires en Europe, c'est que ce sont les 2 seuls membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dès lors, l'idée que Jacques Chirac a eu à un moment donné de se priver de la Grande-Bretagne sur ces terrains-là, c'était le cas au moment de la guerre en Irak. Il est vrai que nous n'avions pas les mêmes positions sur le sujet. C'était une idée
absolument, j'hésite pour ne pas être irrespectueux avec ce président que j'ai servi à ma façon pendant 5 ans, c'était une idée stupide, on va dire. Elle n'avait aucun sens. Il y a eu à un moment donné un sommet qui a été organisé à Luxembourg. Il y avait le Luxembourg, je ne sais plus si c'était la Belgique ou les Pays-Bas, je crois que c'était la Belgique, la France et l'Allemagne. On l'avait appelé le sommet du chocolat. On aimait la défense chocolat à l'époque. D'ailleurs, quand on fait ça, on est marron à l'arrivée. Donc c'est un truc qui ne servait absolument à rien. Il faut travailler avec les Britanniques. Et donc moi, qu'on ait de meilleures relations avec les Britanniques, je suis pour. Cela dit, comme partenaire européen, il y a mieux. Parce qu'observons tout de même que les Britanniques ne sont pas dans l'euro, que les Britanniques ne sont pas dans Schengen, donc dans l'espace de libre circulation, que les Britanniques demandent chaque année à l'Union européenne de leur verser un chèque en remboursement de dépenses qu'ils ne font plus, donc c'est quand même quelque chose d'absolument invraisemblable, que les Britanniques sont favorables à toutes les mesures de libéralisation européenne, bref, qu'ils ont une conception de l'Europe qui ne peut pas être une conception extrêmement dynamique et faite de volonté politique. À partir du moment où les choses sont comme ça, on ne peut pas avoir d'axe franco-britannique. On peut améliorer ses relations avec la Grande-Bretagne. Mais la seule façon de construire l'Europe, c'est toujours, et ce sera toujours, en tout cas pendant très longtemps, le moteur franco-allemand. Et de ce point de vue-là, je considère que l'accent mis par Nicolas Sarkozy sur ses relations avec Gordon Brown et la dégradation de ses relations avec Angela Merkel, parce que là est la réalité, c'est une faute politique lourde. Ça n'est pas bon pour l'Europe. Ça ne marchera pas comme ça. Et il faut être conscient que ça se passe extrêmement mal avec notre partenaire allemand, irrité par toute une série de comportements nationalistes arrogants, dont le principal a été ce projet d'union euro-méditerranéenne, plutôt d'union de la Méditerranée, fabriqué par ce cerveau fou qui s'appelle Henri Guénaud et qui conseille Nicolas Sarkozy. Je vais donner un conseil, non pas amical, parce que je n'ai pas d'amitié pour lui et Sarkozy, mais cordial. Pour que la France aille mieux, il faut qu'il vire ce type. Parce que c'est insupportable. Un mec qui pérore sans arrêt, on va dire en général des trucs qui n'ont aucun sens, c'est pas ça le rôle d'un conseiller du président de la République. Il lui a fait faire une bourde terrible. C'est-à-dire faire une union de la Méditerranée dont on fermait l'accès aux Allemands, c'était réintroduire une frontière entre la France et l'Allemagne, ce qui n'avait été fait dans aucune politique depuis 1957. Il était logique dans ces conditions que Mme Merkel se mette en colère. Elle s'est mise très en colère. Et du coup, le projet a été torpillé. Et on est revenu à quelque chose de beaucoup plus classique qu'on appelle le processus de Barcelone étendu. Tout ça pour vous dire, répondre à votre première question, aller plus loin que les Britanniques, oui. À la place des Allemands, non. Et c'est pas comme ça qu'on va construire l'Europe. Présidence française de l'Union européenne, trois priorités. La première priorité que je verrai, c'est le social, le modèle social européen, et économique en même temps, c'est-à-dire penser à ce qui viendra après la stratégie de Lisbonne, mise en place en 2000 pour faire de l'Europe l'économie la plus créative, celle la plus compétitive, reposant sur un haut niveau d'éducation, stratégie qui n'a pas vraiment fonctionné. Deuxième priorité, c'est tout ce qui concerne l'énergie et l'environnement. Mais il se trouve que c'est justement là une priorité de la présidence française, mettre en œuvre les engagements qui ont été pris en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de développement de tous les types d'énergie, y compris les types d'énergie renouvelables, pas seulement les types d'énergie non renouvelables. Et enfin, oui, troisième point, la défense européenne, qui je crois mérite aujourd'hui d'être musclée. Je n'ai pas de jugement a priori sur la présidence française de l'Union européenne. Je dirais même une chose, c'est que je souhaite qu'elle réussisse. C'est très important pour la France, pour son image, pour son influence en Europe, c'est très important pour l'Europe aussi. Parce que quand un grand pays comme la France prend la présidence, il a à l'évidence des capacités, des marges de manœuvre pour impulser. Donc de ce point de vue-là, je souhaite tout succès à la présidence, tout en considérant parfois qu'elle pourrait être mieux partie. Intéressons-nous maintenant à la situation du Parti socialiste. Oui, tout va bien. Il existe au sein du Parti socialiste une opposition entre partisans de l'Union à gauche, décriant les dérives centristes du parti, et ceux prônant un recentrage menant à une social-démocratie, comme les autres partis socialistes européens l'ont fait. Pensez-vous qu'il est possible de concilier ces deux visions, ou une scission est-elle envisageable? Non, mais c'est une façon de présenter les choses qui ne me paraît pas totalement juste. Moi, j'appartiens plutôt, pas plutôt d'ailleurs, tout à fait à l'aile social-démocrate du parti. Je me définis comme quelqu'un de réaliste, réformiste, européen. Je ne prends pas la mondialisation comme un épouvantail. Elle existe,
En même temps, les socialistes, la famille socialiste en général doit la maîtriser, la réguler, poser des contrepoids, faire en sorte aussi que la redistribution il fonctionne mieux, introduire de la justice. Ces choses étant dites, après, on arrive à d'autres questions qui sont celles que vous soulevez. Là, je crois que les choses sont un peu caricaturales. Prenez mon cas, on parle toujours mieux de ce qu'on connaît bien. Je suis un social-démocrate. Je suis favorable aux alliances à gauche. Aux alliances à gauche. Samedi, je vais... Exclusivement à gauche? Attendez, mais d'abord à gauche. C'est-à-dire que dans les collectivités locales que nous détenons, nous sommes avec la gauche. Moi, samedi, je vais installer un exécutif, il y aura le Parti communiste, il y aura les Verts, il n'y aura pas le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, parce que je ne sais pas s'il est à gauche, puis il n'y en a pas non plus dans mon coin, je ne m'en porte pas plus mal, même si ma circonscription est exactement voisine de celle de Belfort, dont Jean-Pierre Chevènement n'est plus député. Mais à gauche, ça ne me gêne pas. Et j'ai été membre d'un gouvernement de gauche, qui a fait des réformes tout à fait réalistes aussi. Par exemple, le passage à l'euro avec le Parti communiste, avec même Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Donc, nos alliances sont à gauche. Ensuite, la question qui se pose, c'est de savoir quels sont nos rapports avec le centre. Pardonnez-moi, pour ce qui concerne les rapports avec le centre, j'ai envie de retourner la question, c'est quel est le rapport des centristes avec nous? C'est ça la vraie question. La question, elle ne se pose pas au Parti socialiste, elle se pose à Bayrou. Parce que si vous regardiez bien les choses, il y a des évolutions évidentes. Première évolution, il n'y a pas de tabou à discuter avec le centre. Il n'y en a plus. Ségolène Royal l'a fait entre les deux tours des présidentielles. Elle a eu raison. Même si ça aurait pu être un peu plus ordonné, même si la proposition de faire de François Bayrou le Premier ministre n'avait pas grand sens. Mais elle a eu raison. Parce que c'était la seule façon de conquérir une majorité, parce qu'il y avait des points communs. Au municipal, il y a des maires qui ont fait l'alliance avec le MoDem au premier tour. Ça a été le cas à Dijon, avec François Rebsamen, ça a été le cas à Grenoble, ça a été le cas à Angers, ils étaient d'un côté et de l'autre, enfin c'était dans toute une série de villes. Il y a d'autres maires qui ont fait l'alliance entre les deux tours. Ça a été le cas de Martine Aubry. Pourtant, on prête, à juste titre d'ailleurs, des engagements de gauche incontestables à Lille. Et en plus, elle n'en avait pas besoin pour gagner les élections municipales. Ça a été le cas dans des villes où nous avons failli gagner. À Marseille, par exemple. Oui, à Marseille, c'est un petit peu plus discutable parce que le MoDem n'était pas vraiment centriste, mais était plutôt composé d'anciens Verts. Vous allez tout à fait dans mon sens. D'ailleurs, la question, c'est de savoir ce qu'est le MoDem comme objet politique. Parce que moi, je veux bien qu'ils étaient d'anciens Verts, je les connais bien, c'est mes copains, Benamias, Madrol, tout ça, mais ils étaient au MoDem. Et puis, il y a d'autres maires socialistes qui n'ont pas voulu faire alliance avec le MoDem. Bertrand Delanoë à Paris. Mais il ne l'a pas fait pour des motifs idéologiques. Il était prêt à le faire si le MoDem avait été clair. Enfin, il y en a d'autres qui ont dit non. Bref, plus de tabou. Après, plus de tabou, je considère aussi que l'idée de faire des alliances partout avec le MoDem n'a pas de sens. Là, de ce point de vue-là, je n'étais pas du tout d'accord avec ce que Ségolène Royal a dit le soir du premier tour. Pourquoi faire des alliances avec eux partout? J'observe que dans énormément de villes, ils ont fait des alliances avec la droite. Et j'ai vu François Bayrou lui-même, qui a fini par être battu à Pau, déclaré sur les premiers tours qu'il était contre le sectarisme socialo-communiste. Au même moment où Marielle de Sarnez, sa principale lieutenant, demandait l'alliance avec Bertrand Delanoë. Comprenne qui pourra, comprenne qui voudra. Je crois que la vérité, c'est que le MoDem est un parti composite, c'est un parti qui est perdu, quelque part. Il a un chef qui a une stratégie purement personnelle et purement présidentielle, respectable. Et moi, je propose autre chose que les alliances, que le changement d'alliance. Ce que je propose, c'est qu'on essaye de voir avec eux sur quel thème nous sommes d'accord et sur quel thème nous ne sommes pas d'accord. Exemple sur la laïcité, ce que dit Bayrou, bien qu'il soit un catholique pratiquant, je respecte, me va beaucoup mieux que ce que dit Sarkozy. Sur l'éducation, ça me va mieux. Sur la République, ça me va mieux. Sur la conception du pouvoir, ça me va mieux. Sur l'Europe, à tout prendre, je suis plus proche de François Bayrou que même d'un certain nombre de socialistes, on peut le dire. En tout cas, j'ai eu des votes plus proches des siens que celui de certains socialistes. Ça ne suffit pas à faire de moi un centriste. Mais sur des sujets comme les questions économiques et sociales, je suis en désaccord total avec Bayrou, qui est un conservateur. Quand j'étais au Parlement européen, j'ai pu observer que ces députés européens votaient presque toujours avec la droite. Presque toujours. Sur ces questions-là qui sont centrales quand on définit un projet politique. Bref, menons avec eux un dialogue. C'est pour ça que je propose, moi, de créer des assises des progressistes. Et si j'étais premier secrétaire du Parti socialiste, ça ferait partie des choses que je proposerais au parti, c'est-à-dire d'avoir un espace de débat, et puis on verrait ce qui se passe, notamment en 2012, si nous sommes capables ou pas de faire une majorité ensemble, mais pas à la place de la gauche. Peut-être en plus, pas à la place de la gauche.
Et donc, vous voyez, il n'y a pas de contradiction entre les sociodémocrates. Enfin, il n'y a pas de contradiction. Il y a des façons de faire, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de partisans du retour à la troisième force chère à la 4ème République. En tout cas, c'est pas moi qu'on va trouver là-dessus. Oui, mais enfin bon, à cette époque, lorsque vous étiez au Parlement européen, Bayrou était encore proche de la droite, enfin de l'UMP en tout cas. Enfin bon, c'était juste une petite parenthèse. Mais pardonnez-moi, mais Oui. à Pau, c'est quand même récent ça, François Bayrou était un candidat de droite. Il a cherché les voix de droite. Vous savez, au soir du premier tour, il fait les comptes, il dit, a priori, j'ai perdu. Sauf si je réussis à gratter les voix du candidat UMP, qui était d'ailleurs un faux candidat UMP, que Nicolas Sarkozy lui a mis dans les pattes pour le torpiller, puisque c'était un ancien socialiste. C'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'il fait, François Bayrou? Tout à coup, il retrouve le vieux sectarisme socialo-communiste. Vous pensez bien que s'il avait besoin... Il était le candidat de la droite. Dans énormément de villes, il a soutenu la droite. Alors, qu'on ne me fasse pas le coup du Bayrou de gauche, c'est pas vrai. C'est un bon républicain, c'est un homme politique habile, mais enfin, non. Je ne sache pas qu'au Parlement européen, ses troupes aient changé beaucoup d'avis sur les questions économiques et sociales, ni lui-même d'ailleurs. Il n'y a pas un sujet économique et social sur lequel je me sens à l'aise avec François Bayrou. Si je fais une émission de télé avec lui qui comporte 2 parties, première partie sur la République, tout va bien, deuxième partie sur l'économique, tout va mal. Pas tout va mal. Pas d'accord. Selon vous, le MoDem est condamné à disparaître? Selon moi, le MoDem est condamné à être la chose de François Bayrou. François Bayrou, c'est un cas particulier dans l'histoire du centrisme politique. Car, voyez-vous, le centrisme est une famille qui a une vocation simple, c'est d'être toujours au pouvoir. Le centrisme c'est une conception qui fait que... Cynique. Mais oui, mais enfin, vous prenez la politique, c'est pas cynique, c'est des réalités. Depuis la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu le MRP, puis après vous avez eu le CDS, le PDM, puis re-CDS, puis l'UDF, etc. La base du centrisme, c'est toujours d'être au milieu, puis d'être un parti, disons, disponible pour l'exercice des responsabilités. Ils ne sont pas toujours au pouvoir. Alors, ils ont envie. Avec François Bayrou, on a un objet politique non identifié au centre, c'est le premier centriste qui n'a pas envie d'être ministre. Il aurait pu l'être sans problème, depuis 1995. Il refuse de l'être depuis 1995. Belle abnégation. Pourquoi? Parce que François Bayrou est un grand brûlé de la présidentielle. Il s'y est présenté 2 fois, et tous les matins, il se lève, il se rase, mieux que moi, et il se dit « je vais être président de la République ». Et donc, ce que deviennent les députés UDF, ils s'en fichent. Où vont les sénateurs UDF? Ils s'en fichent. Les performances que fait son parti au municipal, il n'en a rien à faire. La seule chose qui l'obsède, c'est dans quelles conditions puis-je devenir, moi, président de la République. Pas moi, lui. Et à partir de ce moment-là, il a une stratégie qui est très simple. Il essaie de créer un front anti-Sarkozy, et pour ça, il a besoin d'une scission du Parti socialiste. Et montrer que finalement, il est meilleur que le candidat socialiste. C'est exactement ce qu'il a fait à la dernière élection présidentielle. Il comptait sur un recul de Ségolène Royal, sur des divisions de notre part, pour apparaître au second tour comme étant le vote utile anti-sarkozyste. Ce sera la même stratégie d'ici à 2012. Est-ce qu'elle marchera aussi bien? Je pense que, à force de scission, à force d'affaiblissement, à force d'illisibilité, ça rétrécit quand même. Le MoDem ne disparaîtra pas avant 2012. Si je vais faire un pronostic, je dirais jusqu'en 2012, il va rétrécir. Après, ça dépendra de ce qui arrive à François Bayrou à l'élection présidentielle. Donc, Mais je ne crois pas non plus qu'il sera élu président de la République. pour revenir justement sur 2012 et sur le Parti socialiste, vous avez annoncé que l'un de vos atouts pour le poste de premier secrétaire était le fait que vous ne vous présenteriez pas aux prochaines présidentielles. Or là, il y a 2 choses qui m'ont marqué. C'est premièrement, bon, M. Hollande ne s'est pas non plus présenté aux élections présidentielles, ni en 2002, ni en 2007. Et ça a été, on va dire, l'anarchie a continué, l'anarchie idéologique en particulier. Et ensuite, la deuxième chose, c'est on remarque que historiquement, que ça soit alors M. Sarkozy, M. Chirac et je crois aussi M. Mitterrand, à chaque fois, ils étaient à la tête de leur parti. Ils ont fait de leur parti une machine à gagner pour ensuite devenir président. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que on va si par exemple vous étiez élu au poste de premier secrétaire, l'anarchie continuerait par ce refus justement de vouloir vous présenter à la candidature et de l'affirmer
à la présidentielle et de l'affirmer, est-ce que vous ne pensez pas que ça mènerait à l'échec aussi du Parti socialiste, un nouvel échec du Parti socialiste au présidentiel? Bon, d'abord, il y a des imprécisions dans ce que vous dites, mais je ne vais pas les reprendre. Par exemple, en 1995, Lionel Jospin est devenu candidat du Parti socialiste, vous l'avez dit tout à l'heure, et il l'a été, alors qu'il n'était pas du tout premier secrétaire du Parti socialiste. Certes, il ne l'a pas emporté, mais enfin, il était le candidat. Puis ensuite, il a été son leader pendant près de 10 ans. Et il y a eu une défaite. La défaite, elle était là avant. Hein. Ça, je veux dire, lui, pour le coup, c'était la vraie défaite d'espoir, parce que moi, je me souviens très bien de ma première candidature en 93 aux législatives. On a eu 50 députés. Donc, Jospin nous a quand même permis sérieusement de redresser la barre. Et c'est ensuite qu'il est devenu le leader du Parti socialiste. Ensuite. Enfin, quant à François Hollande, le problème n'est pas qu'il ait été ou pas été candidat du Parti socialiste, mais personne ne peut douter du fait qu'en 2007, il en avait envie. Il n'y est pas arrivé. Il en avait envie. C'est pas un scoop que je livre là. Il en a toujours envie d'ailleurs, pour 2012. Pourquoi pas qu'il vive sa vie. Une fois qu'il sera dehors, il a le droit, et puis c'est même logique quand on a été 10 ans chef d'un parti, de se faire un destin. Donc ça, c'est pour les petites impressions. Mais je vais revenir sur... qu'on me comprenne bien. Moi, je pense que la bonne situation pour un parti, c'est d'avoir une ligne politique claire. Moi, je l'appelle social-démocrate. C'est d'avoir une majorité claire. Je souhaite qu'elle soit social-démocrate. Et c'est d'avoir un chef incontestable. Quelqu'un comme Mitterrand. Quelqu'un comme Jospin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, puisque vous parliez d'anarchie, cette situation n'existe pas.